De deux de ces étudiantes qui sont mortes en Amérique du Sud, Anne-Christelle Dubé-Marquis et Andréane Lacroix-Pelletier ont été découvertes dans leur chambre d'hôtel dans le sud de la Bolivie, victimes apparemment d'un empoisonnement au monoxyde de carbone dû au système de chauffage de la chambre qu'elles occupaient. Elles avaient 21 ans. Les deux étudiantes en économie agroalimentaire rendaient visite à des amis de l'université après leur stage en Argentine. La mission Old Brewery à Montréal n'offre pas qu'un lit pour la nuit aux femmes itinérantes. L'organisme compte les aider à quitter la rue, à reconstruire leur vie. D'ailleurs, son nouveau programme s'appuie sur l'expérience de certaines femmes qui ont réussi à s'en sortir. Témoignage de succès, Anne-Louise Despatie. C'était la rue, possession de drogue. C'était la vie de Carole Pigeon lorsqu'elle a frappé à la porte du pavillon Patricia Mackenzie pour avoir un refuge de nuit en avril. Je me suis sauvé à 17 ans, je me suis fait violer. J'ai eu une petite fille, je l'ai gardée 5 mois. Je l'ai mis en adoption. C'est là que le cauchemar a commencé. Il fallait que je survive. Ici, on a voulu lui donner un temps d'arrêt, l'occasion de poser ses bagages, de faire le bilan et d'évaluer ses besoins. De retrouver une identité sur papier, des soins et des médicaments et éventuellement un logement. Juste de cesser d'être dans le mode urgence et de pouvoir faire un point, faire le bilan de ce qu'on a de besoin, de penser à soi et non pas de penser à survivre. La mission Old Brewery a décidé de briser le cycle de l'itinérance pour les femmes en proposant le programme L'Étape à celles qui viennent passer la nuit au refuge. Elles ont ainsi de l'aide pour stabiliser leur vie et se reprendre en main. On voit les résultats. Après, parfois, c'est tellement impressionnant parce qu'après peu de temps, je dirais 4 jours, 1 semaine, puis tu vois déjà la différence. En un mois, 12 d'entre elles ont réussi, dont 3 qui occupent même un emploi. À ce rythme, on espère pouvoir faire la même chose pour une centaine de femmes sans domicile fixe au cours de la prochaine année. C'est mon condo, c'est ici, là, pour l'instant. Puis j'ai des projets pour plus tard. C'est retrouver ma mère, puis aller dans un appartement supervisé. C'est comme apprendre à quelqu'un qui a faim à pêcher. La mission Old Brewery continuera à faire du dépannage pour une nuit, mais il est clair qu'on encouragera plusieurs femmes à se prendre en main. Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal. Au procès Picton, un témoin l'a entendu dire qu'il avait caché des corps dans sa porcherie. Des saisons. Découvrez les forfaits de l'auberge Lac à l'Antler. Un véritable retour aux sources. Vous voulez exporter davantage? Faites appel à Exportation et Développement Canada. Nous contribuons à la réussite de milliers de Canadiens, de la gestion des risques, au financement à l'exportation sur quelques 200 pays dans le monde. Pour en savoir plus sur nos services, communiquez avec nous. Ça va pas? Ils ont fait des impressions couleurs. Quoi? Tu sais que ça se fait pas? Avec le Work Center de Xerox, t'imprimes en couleur à un prix super. Les couleurs sont bonnes, la présentation est bonne. C'est tout un choc. Heureuse d'entendre ça. Pour un choc, ouais, c'est un vrai choc. C'est un choc que t'arrives déjà à comprendre. Fred, tu viens faire quoi? Je viens réparer votre appareil. La touche muet fonctionne pas. Bye bye bonus. On s'est donné rendez-vous un matin d'été. Je t'ai retrouvé sur tes talons, très haut perché. Et le vent riait. Sur ton terrain de jeu, tu m'as amené dans ta robe bleue avec les baleines qui dansent à la queue leu. T'es si belle et si près de moi, Charlevoix. T'es si belle et si près de moi, Charlevoix.
Le procès de Robert Pickton est en cours depuis 17 semaines maintenant et pour la première fois, une de ses proches témoignait. Pickton lui aurait avoué que les corps de plusieurs femmes étaient cachés sur sa ferme. Gina Houston était une amie de Pickton. Elle a même déjà vécu sur sa ferme. En 2002, quand les policiers inspectaient la ferme, Robert Pickton lui aurait même proposé un pacte de suicide. Compte-rendu, Sandrix Bouchard. Gina Houston est âgée de 39 ans, mère de 3 enfants et se décrit comme une amie proche de Robert Pickton. En 1996-97, elle aurait passé beaucoup de temps à sa ferme de Port Coquitlam. Depuis qu'elle connaît l'accusé, elle affirme qu'il l'a aidé financièrement en lui donnant de 50 à 80 000 $ qu'elle dit avoir en partie utilisé pour acheter de la drogue. Bien qu'elle affirme n'avoir jamais eu de relation amoureuse avec Pickton, il l'aurait un jour demandé en mariage, mais elle était enceinte d'un autre homme. Au cours de son témoignage, Gina Houston a affirmé que Robert Pickton lui aurait dit qu'il y avait plusieurs corps sur sa ferme, et peut-être même 4, 5 ou 6 corps. Le 20 février 2002, soit 2 jours avant que Robert Pickton soit arrêté en relation avec les 6 meurtres pour lesquels il est aujourd'hui accusé, il aurait proposé un pacte de suicide à Gina Houston. Faisant référence à une femme à qui il serait arrivé quelque chose sur sa ferme quelques mois plus tôt, Robert Pickton aurait dit qu'elle était toujours sur sa ferme et qu'il y avait peut-être 4, 5 ou 6 corps près d'elle. Gina Houston a affirmé avoir déjà vu Serena Abotswe, une des 6 femmes qu'il est accusé d'avoir tuées à la ferme de Robert Pickton. Elle a aussi affirmé avoir passé beaucoup de temps avec des prostituées dans le Downtown Eastside de Vancouver, le quartier pauvre d'où une 60aine de femmes sont portées disparues, dont les 6 présumées victimes de Pickton. La cour a dû ajourner en milieu d'après-midi. Gina Houston, atteinte d'un cancer, était trop fatiguée pour continuer. Il y a maintenant 17 semaines que le procès de Robert Pickton a débuté. Gina Houston est le 84e témoin à prendre la parole et la première amie proche de l'accusé. Sandrix Bouchard, Radio-Canada, New Westminster. Parlons de Montréal un peu. Le vérificateur de la ville a relevé une série de failles dans la gestion de la métropole. Par exemple, 200 000 contraventions impayées, des ordinateurs qui sont désuets, des travaux d'aqueduc qui vont 2 fois moins vite que prévu. Son rapport souligne aussi la difficulté de s'y retrouver dans les dédales de l'administration municipale. Bref, les explications de David Gentile. Bien, écoutez, la ville, c'est un animal complexe. La bureaucratie montréalaise est imposante et le vérificateur a encore déniché une série de ratés. Bien que pauvre, Montréal cherche toujours à se faire payer plus de 200 000 contraventions. Je tiens d'abord à dire que le système d'émission des constats informatisés que nous mettrons bientôt en place nous aidera. Mais le reste du réseau informatique municipal est aussi problématique. Le quart de l'équipement serait désuet, tout comme le réseau de distribution d'eau potable. En 2002, on visait des investissements de 200 millions par année. Seulement la moitié de ces sommes a été investie. Ce qui est préoccupant, c'est évidemment, plus ça prend du temps, plus ça risque de coûter cher. Le retard serait dû à la disparition de subventions fédérales et provinciales et au fait que la rénovation du réseau est plus compliquée que prévu. En plus, le vérificateur note des problèmes dans l'attribution de plusieurs contrats. Bon, évidemment, il peut toujours arriver qu'il y ait des écarts entre les coûts réels et les coûts estimés d'un projet. 13 contrats octroyés par des arrondissements ont été analysés. Les budgets initiaux sont presque toujours dépassés. Dans Ville-Marie et Annecy-Cartierville, on a constaté à chaque endroit un dépassement de coûts de 60 %. Ça me dit qu'il y a un manquement sérieux au niveau administratif dans ces arrondissements. On apprend aussi que 3 millions ont été distribués aux arrondissements dans le cadre de l'opération Propreté, sans que la Ville ne précise le type de travaux à effectuer. Parce que la Ville a été éclatée par une volonté politique de M. le maire, sous le couvert d'une décentralisation. Il n'y a pas de cohérence. Le vérificateur admet que la création des arrondissements complique sa tâche et qu'il aurait besoin de plus de moyens pour surveiller la gestion de ces 19 arrondissements semi-autonomes. David Gentile, Radio-Canada, Montréal.
Bonsoir, Gérald. Bonsoir, Bernard. Bon, Bombardier doit être très heureux. D'une fois à l'autre, sa situation s'améliore. Oui, Bombardier annonce des profits et des revenus en hausse. Au premier trimestre de son exercice 2008, Bombardier a triplé ses profits nets à 79 millions de dollars. Les revenus ont grimpé à 4 milliards de dollars. La division aéronautique vend de plus en plus d'avions d'affaires. Les prix sont plus élevés. La valeur du carnet de commandes dépasse les 15 milliards américains. Chez Bombardier Transport, la hausse de la valeur de l'euro et de la livre sterling a permis d'améliorer les résultats. Bombardier refuse toutefois, de s'engager à lancer son projet d'avion de 110 à 130 places, la C-Series, un projet qui est sur la table depuis 3 ans maintenant. L'action a grimpé de près de 13 % aujourd'hui à Toronto. Bon, en hausse également les prix chez nous au pays, ce qui fait que la Banque du Canada va peut-être souhaiter jouer avec ses taux d'intérêt vers la hausse. Oui, c'est ça. Message très clair, je vous dirais, de la Banque centrale aujourd'hui. Une hausse des taux d'intérêt pourrait être nécessaire dans un proche avenir pour ralentir l'inflation, dont le taux dépasse la cible de 2 %. Ça, c'est la cible de la Banque du Canada. Selon l'institution, l'économie va mieux que prévu grâce à l'intérêt pour les matières premières. Le taux directeur est demeuré inchangé aujourd'hui, mais pourrait grimper en juillet, selon plusieurs économistes. Entre-temps, les taux hypothécaires sont en hausse. Cette annonce a fait bondir le dollar canadien à un nouveau sommet depuis 1976. Le UR est stimulé par cette possibilité de hausse de taux d'intérêt, par la demande pour les matières premières et par la baisse du dollar américain. Merci beaucoup, Gérald. Au revoir. Bonsoir. C'est bientôt la saison des festivals. Les petits comme les grands, d'ailleurs, comptent toujours sur les 30 millions que le gouvernement fédéral avait prévus pour eux cette année, même si la ministre du Patrimoine, Bev Oda, répète que l'argent ne pourra pas être octroyé avant l'automne. Donc, trop tard pour la grosse saison de ces événements. Le ministre québécois qui est responsable du tourisme, Raymond Bachand, entend bien trouver une façon de dénouer l'impasse. Il va nous en parler tout à l'heure. Mais d'abord, Joanne Demers et Catherine Gauthier se sont penchées sur le financement de ces festivals pour voir si le gouvernement fédéral fait sa part. L'été, c'est la grosse saison des festivals. Bientôt, des centaines de milliers de personnes vont envahir les rues de Montréal, de Toronto, de Québec et de bien d'autres villes du pays pour festoyer. Mais cette fois, les organisateurs des festivals voient la belle saison arriver avec angoisse. C'est la disparition du du fameux programme des commandites, qui, bon, il y a eu toute l'histoire des agences, mais il reste qu'au bout de la ligne, il y avait de l'argent qui allait au festival. Puis pour la dernière année, là, il y a eu 5 millions qui ont été distribués au Québec à 243 festivals. Alors ça fait mal. Puis ça fait un trou dans tous les budgets là, de ces événements-là. Puis là, d'année en année, on accumule des déficits. Ça fait 3 ans que les festivals attendent un nouveau programme du fédéral. Au dernier budget, enfin, les conservateurs prévoient 60 millions pour les 2 prochaines années. Or, alors que l'été approche, la ministre Bev Oda repousse ses échéanciers. Pas d'argent avant l'automne, aux grandes dames de tous les festivals. C'est toujours facile, quand vous êtes loin de la réalité, ceux qui ont à faire face au quotidien, qui ont à payer de dire, bon, ben qu'attendre. Ils ne savent pas le degré de risque auquel font face ces organisations-là et qu'on dit, bon, on va attendre en septembre. Car tous les festivals, petits ou grands, comptent sur l'aide des fonds publics. Des fois, les gens peuvent se dire, c'est gros, ces festivals-là, ils ont beaucoup d'argent. Pourquoi ils ont besoin de subventions encore après 25-30 ans? Mais c'est ça, c'est juste, ce qui est demandé, c'est juste une ristourne sur la recette fiscale qu'on génère pour payer des spectacles gratuits. Hein. Il n'y a pas un sou de subvention là, qui va pour subventionner les spectacles de Bob Dylan puis Van Morrison. Les billets sont chers, c'est pas rien. Ces événements ne font pas juste dépenser l'argent des contribuables. Ils génèrent aussi des retombées. Il faut savoir que le Festival de jazz dépense à chaque année 12 millions seulement pour les spectacles gratuits dans la rue. Et c'est ça qui remplit les hôtels et ça rapporte en taxes fiscales nouvelles là, au fédéral, uniquement sur les touristes spécifiques du Festival de jazz. Ça veut dire qu'ils ne seraient pas venus à Montréal sinon, c'est 16 millions par année. Ça veut dire que quand le fédéral remet 200 000 $ de subvention, c'est 80 fois moins que ce qu'on génère en recettes touristiques. Toute proportion gardée, je vous dirais que les petits événements en région sont aussi importants que les gros événements. Je vous donne un exemple. Bientôt, il va y avoir le Festival de la chanson à Tadoussac. Pendant une fin de semaine, au début du mois de juin, Tadoussac est plein. L'année passée, il a mouillé pendant 3 jours. Tous les hôtels étaient pleins. Alors, juste pour vous donner une idée de l'importance des événements de toute taille au Québec pour l'industrie touristique, pour notre économie.
Tout le monde s'entend pour dire qu'Ottawa devrait en faire davantage. Le problème, c'est le fédéral, puis le fédéral ne fait pas sa part par rapport à ce qu'il reçoit en retombées fiscales. Puis écoutez, on a fait une étude auprès de nos membres sur les revenus, puis en termes de subventions, c'est du 1 pour 2. C'est-à-dire, $1 que le fédéral investit, le Québec en investit 2. Justement, ce qu'on demande au gouvernement fédéral depuis 10 ans, c'est de donner une aide à la hauteur du gouvernement provincial. Les grands événements, dont le Festival de jazz, Juste pour rire, et le Festival western de Saint-Tite, demandent une aide d'urgence de 3 millions de dollars à Ottawa pour pouvoir tenir leur prochaine édition sans s'embourber davantage. On s'enligne pour un déficit de 8 millions s'il n'y a pas d'aide. C'est malheureux parce qu'on a, comme je disais, c'est la poule aux œufs d'or pour tout le monde, les festivals. Puis si on se met à couper dans le produit, à réduire, bien, ça peut être le début de la fin. Pendant ce temps-là, c'est la concurrence internationale qui vient nous chercher. Puis... La contribution de l'État fait en sorte que ça procure une valeur ajoutée à plusieurs de ces festivals-là. Sans l'État, ces festivals pourraient quand même opérer, mais peut-être pas avec le même impact. Et je pense que souvent, la contribution de l'État fait la différence. Et c'est probablement l'investissement et les subventions les plus rentables, celles qu'on donne dans le domaine artistique et dans le domaine culturel. Donc, pour vous, les festivals ne sont pas trop tributaires du financement public? À mon point de vue, c'est les gouvernements qui sont tributaires des festivals pour donner une identité importante au Québec ou au reste du Canada. Parce que qu'est-ce qui fait connaître le Québec et le Canada partout à travers le monde? Les gouvernements sont beaucoup plus tributaires des festivals et des artistes que les artistes sont tributaires du gouvernement. Alors donc là-dessus, M. Raymond Bachand est le ministre du Développement économique du Québec, responsable du tourisme, donc question liée au festival. Bonsoir, M. Bachand. Bonsoir, M. Leroy. Bon, écoutez, est-ce que vous comprenez la décision d'Ottawa de reporter ce 60 millions qui était prévu dans le budget? Est-ce que vous comprenez ça? Je dirais oui et non. Si je veux être gentil, je dirais oui parce qu'ils veulent des critères. Ils ne veulent pas faire ça sur le coin d'une table puis garrocher l'argent. Mais non, ça n'a pas de bon sens parce que c'est pas en octobre qu'on a besoin de savoir comment on va gérer son événement. Il y a 200 événements, les festivals. Le tourisme, c'est une des grandes industries. Je suis très content d'être ministre du Tourisme. Le développement économique, c'est très porteur de notre économie. Les festivals, c'est porteur. Puis il n'y a pas juste les grands festivals, il y en a dans toutes les régions du Québec. Hein, à Montmagny, à Québec, au Lac-Saint-Jean. Et il faut être capable de gérer et de savoir à quoi s'en tenir. Alors, du travail qu'ils ont fait, et vous l'avez entendu dans les reportages qui ont précédé, là, ils ont été frappés ils ont perdu 25 millions dans le tabac. Parfait, c'est peut-être bon, mais d'arrêter la commandite du tabac. Puis après ça, Ottawa a acheté le bébé avec l'eau du bain là, à cause du scandale des commandites. Mais sur le fond, les festivals, c'est une activité économique. Puis le paradoxe, M. Derome, c'est que chaque dollar qu'on met, c'est probablement le programme le plus payant, comme disait le professeur, mais chaque dollar qu'on met, il nous en rapporte 5 ou 7 à Québec, Ottawa. C'est un bon deal pour le payeur de taxes. Moi, c'est précieux, l'argent du payeur de taxes, mais c'est important pour nos régions, partout. Alors, je comprends pas, non, et j'espère que mes collègues fédéraux du Québec vont se lever debout. Là. Mais peut-être qu'au fédéral aussi, ce que Mme Baudin dit, éventuellement, on veut revoir les critères. C'est peut-être la communauté qu'on veut subventionner, puis peut-être les gros n'ont pas nécessairement besoin d'être subventionnés. Et dans l'esprit de bien des gens, je sais pas, on regarde Juste pour rire, on regarde Festival de jazz, on dit ils sont riches à craquer, ces gens-là, et je me plains pas pour eux. Pensez-vous que si ces gens-là n'avaient pas de subvention, ils devraient arrêter de vivre ou de fonctionner? S'ils n'ont pas de subvention, je pense qu'on a besoin des deux. S'ils n'ont pas de subvention, oui, ils vont réduire de façon importante leur fonctionnement. On est le pays qui subventionne le moins les festivals, à peu près dans tous les pays du monde. La plupart sont à 30-40 %. Nous, on est en bas de 10 % à peu près. Quand on donne de l'argent au Festival de rire ou à Just for Laughs ou au Festival de jazz ou au Festival d'été de Québec, mais il y a un rayonnement international aussi. Ça porte le Québec, ça porte Montréal sur la place internationale. On est réputé aussi. Il y a une baisse dans le tourisme américain de façon générale. La concurrence est plus dure. C'est une force d'attrait pour le tourisme général au Québec. Alors, pour vous, au fond, investir dans un festival, c'est un peu comme investir comme vous le faites dans Bombardier ou d'autres sociétés. C'est parfois encore mieux parce que ça s'appelle une subvention, mais on a un retour sur notre investissement très rapidement. Et c'est très porteur pour l'économie. Puis les gens qui viennent, quand on calcule ça, les gens qui viennent à un festival, bien après ça, en général, ils prennent d'autres jours de vacances autour. Ça fait rayonner le Québec.
c'est une belle activité économique. Puis dans les régions, l'autre chose comme ministre du Tourisme aussi, d'avoir des activités très fortes dans chacune région, ça fait voyager les Québécois au Québec. Ça crée de la richesse au Québec. Et puis c'est important probablement pour le moral des plus petites régions, là, pour le moral sur le plan culturel, puis sur le plan économique, évidemment, ça a des retombées même dans le cas des petits festivals. C'est très lié ensemble, puis il y a des petits qui deviennent grands. Prenez le festival du cinéma en Abitibi. Oui. Il y a un festival de l'accordéon à Montmagny. Mais il y a des festivals culturels et c'est important aussi pour nos artistes. C'est très lié. Et c'est chacune des régions, c'est important. Bon. En Gaspésie, le festival de jazz de Rimouski est important aussi. Bon, devant ça, qu'est-ce que vous faites? Vous allez à Ottawa, vous allez parler à Mme Oda, vous allez vous asseoir avec elle, vous dire, bien, faites quelque chose, il faut se grouiller, il faut... qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien, on a fait deux choses. Nous, on a augmenté, dans le budget de la semaine dernière, on a augmenté notre quote-part au festival de 10 à 12 millions et demi, de 25 là, pour le ministère du Tourisme. En tout le Québec, mais 30 millions à peu près dans les festivals. Et j'ai parlé à Mme Audin lundi, je dois lui reparler à la fin de la semaine. Ce que je peux faire, c'est demander à la population. Moi, en tout cas, j'aimerais pas être dans la peau de Jean-Pierre Blackburn, puis de José Werner, et puis de Michael Fortier, puis de Maxime Bernier, parce que cet été, s'ils font le tour des festivals, ils risquent d'être mal reçus. Mais ils sont capables de convaincre le gouvernement fédéral, soit de prendre nos critères, soit de nous transférer de l'argent, faisons pas de chicane à long terme, n'enfargeons pas dans la fleur du tapis pour cet été, soit de découper un budget d'urgence et qu'ils font leurs critères l'automne prochain. Mais elle dit que ce n'est pas un transfert fédéral-provincial, c'est ça l'histoire, là. Oublions les chicanes à long terme de transfert fédéral-provincial qu'on revendique, mais réglons pratiquement cet été le problème. Les grands festivals demandent une aide d'urgence de 3 millions à Ottawa dans l'hypothèse où ils ne reçoivent rien. Êtes-vous prêt à faire quelque chose et, je ne sais pas, moi, de avancer de l'argent ou à dire on va faire un effort encore supplémentaire? Nous, on est passé de 10 à 12 millions et demi. L'ensemble de l'effort du Québec est près de 30 millions là-dedans. C'est à Ottawa à faire sa part. Puis ça a une importance dans chacune de nos villes au Québec. C'est vrai que par les temps qui courent, il faut compter les millions de façon parcimonieuse, n'est-ce pas? C'est très important, c'est précieux. Avec ce qui se passe en ce moment, la crise budgétaire. Merci beaucoup, M. Bachand. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, M. Laurent. Bonsoir. Bonsoir. Cybercriminalité, y a-t-il un zombie chez vous? On s'est donné rendez-vous un matin d'été. Je t'ai retrouvé sur tes talons, très haut perché. Et le vent riait. Sur ton terrain, je tu m'as amené dans ta robe bleue avec les baleines qui dansent à la queue leu. T'es si belle et si près de moi, Charlevoix. T'es si belle et si près de moi, Charlevoix. Oublier, égarer ou se répéter pourraient être les premiers signes de l'Alzheimer. Visitez ce site. Une fois diagnostiqué, il existe des traitements. Qu'est-ce qui possède une accélération turbo-compressée à couper le souffle, vous procurant à la fois contrôle et émotion forte, qui vous donne la sensation de voler sans jamais quitter le sol? La 9.3 Berlin Sport turbo-compressée de Saab. Vous n'aurez jamais été si près de posséder un avion en réaction. Assurance Banque Nationale récompense les conducteurs qui ont un bon dossier. Et encore plus, ceux qui font l'effort de moins utiliser leur voiture. Moins vous roulez, moins vous payez. Pour une soumission, appelez-nous au 1-877-871-7500. Jeudi et vendredi, qu'est-ce qui fait le bonheur? Alors on fera exactement comme ça, on fera tout ce qui nous plaira. Découvrez ce qui fait le bonheur des uns
exactement. Et le bonheur des autres. Précisément. Dans le cadre de l'événement 100 jours de bonheur, On fera exactement ce qui nous plaira. voyez au grand reportage Raccourci pour le bonheur, jeudi et vendredi 20h sur RDI. Pou, pourou, pourou, pou, pou. Saviez-vous que le Canada est un vrai paradis pour les pirates informatiques? Il y a un réseau Internet qui est bien développé, qui est très accessible, des millions d'ordinateurs branchés. Les experts croient qu'il y a un ordinateur sur 5 au pays qui pourrait être infecté par des logiciels qui permettent aux cybercriminels d'en prendre le contrôle pour lancer leurs attaques. Et leur cible principale, ce sont les données personnelles qui permettent d'usurper votre identité. C'est un phénomène qui est en expansion. D'ailleurs, Karine Bastien va en faire la preuve. Pendant que vous êtes au travail, un inconnu se sert de votre voiture sans votre consentement. Impossible de distinguer le conducteur. Il semble qu'on contrôle votre automobile à distance. Plus encore, on vole vos biens à l'intérieur et on utilise votre véhicule pour commettre des crimes. C'est exactement ce que font les pirates informatiques avec votre ordinateur. On appelle ce phénomène les zombies. Ce sont des programmes installés sans votre permission dans votre ordinateur et qui permettent d'y avoir accès à distance. Lorsque vous naviguez sur certains sites Internet ou que vous recevez des courriels de provenance douteuse et que vous installez ou que vous exécutez des fichiers sans les avoir vérifiés avant, sans les avoir analysés, vous vous exposez à ce que dans ce fichier-là, il y ait un programme qui s'installe sur votre ordinateur et qui soit en fait soit un ver, un cheval de Troie et éventuellement qui se développe un zombie dans votre ordinateur. Les zombies se multiplient de façon exponentielle, tellement qu'ils fonctionnent maintenant en réseau, ce qui augmente considérablement leur capacité d'attaque. Il peut y avoir ce qu'on appelle des zombinets, donc un réseau de zombies dormants qui sont contrôlés par un robot qui, lui, peut contrôler en fait des milliers de zombies à la fois et diriger à ce moment-là des attaques massives sur des cibles. Tous les jours, une moyenne de 65 000 ordinateurs zombies sont utilisés. On s'aperçoit que ces individus-là partagent leurs outils dans le but de faciliter leur crime, qui est, par exemple, du crime de piraterie informatique dans ce cas-là. Les objectifs sont nombreux. Les pirates peuvent congestionner des sites Internet, propager des pourriels, installer des logiciels malveillants. Ils peuvent aussi faire du hameçonnage qui vise à obtenir de l'information personnelle dans le but de voler l'identité d'une personne et commettre des fraudes. Pour l'installation d'un zombie net, par exemple, un zombie net dans un réseau d'ordinateurs, ça peut rapporter jusqu'à 3 000 $ US pour l'installation et la vente. Donc, évidemment, ces gens-là contrôlent des centaines de zombies-nets, donc ils peuvent avoir un revenu qui est quand même considérable par rapport à ce genre d'activité-là. Ici, on vend de la sécurité informatique aux entreprises. Une des cibles, empêcher l'arrivée des zombies organisés dans les systèmes. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est surtout pour le vol d'informations. Et vous pouvez avoir, il y a tout un marché qui s'est établi de vol d'identité. Le botnet, c'est effectivement en croissance selon les statistiques récentes. Méfiez-vous. Un ordinateur allumé 24 heures par jour, branché sur Internet, c'est comme laisser votre voiture déverrouillée, les clés dans le contact. La majorité des attaques pour le vol d'informations visent les individus. On peut acheter une carte de crédit ou un numéro de carte de crédit volé validé, donc on sait qu'il y a de l'argent dedans, pour à peu près entre 1 $ et 6 $ le numéro. On peut acheter une liste de 30 000 adresses de courrier pour 5 $. Vous voyez, et on peut acheter c'est-à-dire toute l'identité de quelqu'un pour à peu près 15 $. Et les pirates informatiques sont attirés par notre qualité d'Internet et nos nombreux réseaux. Le Canada, malheureusement, a le record, si vous voulez, d'être le 3e au monde pour héberger des sites illicites où on peut acheter de l'information qui sert à des attaques. Les statistiques les plus alarmistes nous révèlent qu'un ordinateur sur 5 connecté à Internet est potentiellement porteur d'un zombie. Pour protéger, donc, il y a des antivirus qui existent, il y a des pare-feux. Il faut faire des mises à jour de ces logiciels-là. C'est ça qui est important, de faire une vérification spontanée ou hebdomadaire de est-ce qu'on a des espiogiciels dans notre ordinateur qui sont là, qui voient un peu notre navigation. Donc, soyez préventifs dans votre approche, c'est ce qu'on dit d'ailleurs aux gens. Mettez à jour vos pare-feux, mettez à jour vos antivirus. Vaut mieux être prudent et vigilant
parce qu'on ne sait jamais lorsqu'un zombie va se manifester. C'est l'image qui fait la joie des paparazzis et le bonheur de ses fans. Brad Pitt est à Montréal. Il est la vedette d'une production de 150 millions de dollars, Le cas étrange de Benjamin Button. L'industrie du cinéma à Montréal prend du mieux après le conflit de travail avec les techniciens qui a provoqué l'annulation de certains tournages. La responsable des droits en Pologne a demandé à des psychologues de se pencher sur le cas des Teletubbies. Elle se demande s'ils font la promotion de l'homosexualité. Tinky Winky, avec son sac à main, aurait une personnalité plus ambiguë que les trois autres. Le gouvernement polonais a été critiqué récemment par l'Union européenne pour ses politiques répressives envers les gays. Après 8,5, il y a 9, variation sur le film tourné par Federico Fellini en 1963. Cette